Bon, on ne va pas être plus long. Léa Salamé, j'aimerais axer le débat de ce soir sur deux sujets principaux. D'abord, le parcours, votre parcours, comment vous avez fait pour arriver là où vous êtes. On est très fiers de vous, sincèrement, en tant que Libanais. Et deuxièmement, les moments clés de vos dernières interventions. Il y a plein de petites questions qu'on se pose, comme ça. Il y a beaucoup de gens ici et d'autres qui m'ont envoyé des mails pour poser des questions sur certaines tacles qui sont les vôtres et qu'on attend impatiemment chaque samedi. Bon, d'abord, en quelques heures, là, il y a ces quelques heures-là, on vous a fiancé, on vous a marié, on vous a... Je ne raconte pas. C'est pas vrai. Bah oui, je ne sais pas. Et ils m'ont dit que vous avez disparu de Paris rapidement. Et que là, oui, là, il y a quelques minutes, je ne sais pas si c'est vrai. Oui, mais c'est ça. Donc, vous êtes surveillés, vous êtes épiés, apparemment, tout le monde sait ce que vous faites. Qu'est-ce que ça vous fait? Je ne suis pas mariée, je ne vais pas me marier, je suis à Beyrouth et j'étais très contente de voir Melchidia ce matin. Je suis à Beyrouth. Effectivement, ça s'est décidé à la dernière minute parce qu'avec l'actualité très dense en France, comme vous avez pu la suivre avec ce qui s'est passé, les attentats de Paris, Charlie Hebdo et tout ce qui s'est passé ensuite, on ne savait pas, on avait envie, ça fait plusieurs mois qu'on avait envie de faire à France Inter. Oui, parce que j'ai deux métiers. J'ai Ruquier, évidemment vous regardez Ruquier, mais il y a un autre métier que j'ai tous les matins, c'est la matinale de France Inter, qui est la première matinale de France, la plus écoutée en France. Et je fais dedans, dans cette matinale qui est présentée par Patrick Cohen, je fais 8 minutes d'interview dans le 7h50 qui est un rendez-vous phare de cette radio tous les matins, ce qui m'oblige à me réveiller à 5h du matin tous les matins et qui est horrible. Donc voilà, moi ça fait plusieurs mois qu'on postpone le truc, on s'est dit est-ce qu'on fait autour des 10 ans de la mort de Khalil, est-ce qu'on fait quelque chose, est-ce qu'on le lie forcément à ça, ou est-ce qu'aujourd'hui il y a des sujets pour les Français plus brûlants que Khalil, à savoir les chrétiens, à savoir les Daesh, à savoir les réfugiés. Et finalement, c'est vraiment à la dernière minute qu'on a décidé, il y a 2 semaines, on a pris la décision de délocaliser cette matinale ce matin. Et donc je ne suis pas là pour me marier, mais pour interviewer le patriarche. Donc c'est, si vous voulez, ça a été Elisa. En fait, je suis ressortie sans une robe, sans rien. En fait, j'ai raté mon voyage à Beyrouth. Non, et on a eu la chance, je vous dis 2 mots sur cette matinale ce matin, parce que il y a certains Libanais qui m'ont dit mais oui, mais vous avez pris toujours les mêmes, on entend les mêmes. Oui, mais on s'en fout, parce que les Français ne connaissent pas du tout. Et cette matinale de France Inter, qui est donc la plus écoutée, 4 millions de Français qui écoutent tous les matins, ils connaissent pas du tout chaque fois, pour eux, ça leur semble totalement complexe, la politique libanaise, les 17 communautés, ils apprennent des mots par cœur, mosaïque de machin et tout ça. Et là, ça a été vraiment très incarné, notamment par May qui a poussé, alors vous n'avez pas dû l'entendre, mais il a poussé un espèce de coup de gueule, vous la connaissez, mais les Français ne connaissent pas. Et donc j'ai reçu plein de textos de gens qui disaient qui est cette femme géniale? Alors j'ai dit c'est la Claire Chazal du Liban. On lui colle l'étiquette, d'en avoir marre d'ailleurs. Tu dois en avoir marre de la Claire Chazal du Liban, non? Dans le temps, j'étais là, c'est clair. Bon, alors ça passe. C'est peut-être mieux. Donc voilà. J'aimerais pour commencer emprunter le titre d'une entrevue qui a été faite avec vous en 2013 et qui dit « Mais qui es-tu, Léa Salamé ?» Cette petite Libanaise qui à 5 ans a fui le pays, notre pays en guerre avec sa famille et qui s'est installée à Paris. Vous avez fait votre école à Paris, puis l'université de journalisme, puis vous avez voyagé à New York. Et bon, déjà, pourquoi vous avez changé de nom entre Hala et Léa? Vous êtes née Hala? Je suis née Hala et j'en suis très fière, mais assez vite en fait. Je devais avoir 7-8 ans, ma mère était moins. Je crois que c'est le seul moment dans ma vie où j'ai subi le racisme des Français, c'est autour de mon prénom. Parce que j'étais dans une école jésuite à Paris, Franklin pour ceux qui connaissent, et voilà, j'ai connu ça. Et en fait, je me souviens que j'étais enfant, brinque-ballée à Paris, mais comme beaucoup de gens, j'imagine ici, en tout cas, vous connaissez l'histoire, donc vous, c'est totalement banal pour vous, toute l'histoire de l'exil, on part 3 mois, on rentre 3 mois à Beyrouth, on repart 3 mois à Paris, on essaie de rentrer à Beyrouth. Bon, pour les Français, ça a toujours un exotisme particulier, ici, je ne vais pas raconter ça. Et c'est vrai que j'avais, peut-être 8-9 ans, et les gens me disaient « Ah, tes parents t'ont appelé Allah, Allah Akbar, Allah ça veut dire Dieu. » Tu sais, ils n'arrivaient pas à prononcer le H. Et assez vite, en fait, j'ai changé d'école à un moment et j'ai dit à ma mère « Je vais changer de prénom. »
Et ma mère m'a poussée, mon père était moins pour. Je pense qu'il aurait aimé que j'assume totalement ma libanité. Mais je l'ai fait, je devais avoir 12 ans et j'ai décidé à l'école, je suis allée, je me suis dit bon, maintenant c'est Léa. Et comme si j'étais, je vais vous dire très honnêtement, heureusement que je l'ai fait. Parce que ça aurait été compliqué en France. Surtout maintenant. Il prononçait, et puis la manière dont il le prononçait, Allah. Je disais non, c'est Allah, ça veut dire bienvenue, ça peut pas Allah, Allah. C'était hyper violent à mon oreille. Et déjà enfant, j'avais cette pression en me disant non, mais je veux pas. Donc j'ai rajouté, et depuis, maintenant c'est Léa, il faut dire les choses, c'est après depuis que j'ai 12 ans, maintenant j'ai 35, donc tu vois, ça fait plus de 20 ans qu'on m'appelle Léa, donc c'est, à part les très proches, c'est Léa. D'accord. Léa, être d'origine libanaise et faire le métier que vous faites maintenant, arriver à la place où vous êtes arrivé, c'est un plus ou un moins pour votre carrière, surtout qu'en France, il faut dire, et on le sait très bien, combien le lobby juif est puissant dans le domaine médiatique. On sait combien c'est difficile pour un arabe, pour un libanais d'arriver. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que les choses changent en France. Et que, vous l'avez noté, il y a 5 à 6 millions de musulmans aujourd'hui en France et 500 000 juifs. Et donc de plus en plus, il y a une volonté politique de voir les visages différents à la télévision notamment. Et il y a de plus en plus de gens issus de la diversité, des Maghrébins, moins des Libanais, parce qu'il y en a moins aussi, mais enfin, qui sont mis en avant. Est-ce que ça a été un plus? Complètement. Est-ce que ça a joué? Absolument pas, dans le choix de Ruquier. Je crois que Ruquier ne savait même pas que j'étais libanaise. En fait, ils m'ont regardé avec la productrice Catherine Parma, ils m'ont regardé un jour, j'étais sur iTélé. Ils ont dit, oh là là, elle a du cran celle-là, elle va faire l'affaire. Ils m'ont appelé, je ne les connaissais pas. Non, en fait, Laurent Ruquier m'a envoyé un texto en disant, bonjour, je suis Laurent Ruquier. C'était en mai, j'étais en vacances en Italie avec mon amoureux, avec qui je ne suis pas mariée. Et je lui ai dit, oh putain, merde, je suis dans la merde, parce que je sentais le truc venir. Et voilà, non, c'est un plus d'être libanaise. Moi, je le vis comme un plus, en tout cas, j'en suis très fière. Je le revendique quand je peux glisser des petits mots, des petites références dans les émissions et dans les interviews, je le fais avec grand plaisir, parce que j'en suis très fière. Mais je ne crois pas qu'il y a un lobby juif qui empêche les Libanais, au contraire, je pense qu'ils ont intérêt, eux aussi, les Juifs, à avoir des visages différents. Patrick Cohen est juif. Patrick Cohen n'est pas juif. Comment ça? Ouais, son père est juif, sa mère est chrétienne. Il est baptisé, mais bon, personne ne le sait. Cohen, c'est très juif. Et puisqu'on parle toujours de votre parcours, Léa, est-ce que vous vous sentez plus libanaise que française que libanaise? Vous parlez arabe à la maison. Cette question. Ça nous intéresse beaucoup. Surtout au Liban. Oui, ça nous intéresse. Les deux. Je peux pas vous dire. Si ça vous fait plaisir, je vous dirais libanaise, mais ce serait pas vrai. Non, parce que la vérité n'est pas là. La vérité n'est même pas française. C'est que vraiment, je me sens les deux très fortement, avec cette origine arménienne de ma mère aussi, que je revendique et dont je suis fière. Quand j'avais 11-12 ans, aussi, au moment de la crise identitaire, je me souviens, je disais, mais je suis quoi? Mais pourquoi est-ce que je suis pas comme ma copine Justine, dont le père est de la Creuse et la mère est de Vendée? Pourquoi je suis pas comme elle, blonde aux yeux bleus, et ce serait tellement plus simple la vie? Pourquoi mon père a un accent quand il parle français? Parce que c'est à ces moments-là qu'on sent la différence, où elle fait souffrir quand vous êtes dans une classe, vous êtes la seule. Et je me souviens, mon oncle m'avait dit, arrête de devoir choisir tes identités, prends-le comme un millefeuille. Tu es tout ça à la fois et prends toutes les choses de millefeuille. Et j'avais 12 ans, ça m'a vraiment marqué, ça m'a vraiment débloqué. Ça a été une phrase assez forte. Donc quand on me dit qu'est-ce que tu te sens, plus libanaise, plus française, non, je suis tout à la fois. Je prends tout à la fois. Maintenant, je me sens très, très, très française aussi, parce que c'est vrai que maintenant j'ai grandi. Ouais, mes amis sont là-bas, ma vie est là-bas, ma carrière est là-bas. Mais quand je passe quelques mois sans voir le Liban, je me sens pas bien. Donc ce sera comme ça jusqu'à la fin de ma vie. J'aurai besoin des deux pays. Vous venez souvent au Liban? Ouais, j'essaie de. Alors un peu moins là depuis quelques mois parce que je ne fais que travailler. Vraiment, j'ai un rythme de moine. Mais oui, j'essaie de venir 2 fois par an au moins. Et votre appartenance au Liban aussi, cette origine-là que vous avez, vous sentez que vous voulez la partager à la télé, faire comprendre aux Français c'est quoi le Liban, le Moyen-Orient, où est-ce qu'on en est? Ils comprennent ou pas vraiment? Vous pensez que le public français est
Non, ils comprennent pas. Intéressés? Oui, ils sont intéressés. Tout ce qui touche au Proche-Orient les intéresse. Je trouve qu'ils sont moins intéressés par la cause des chrétiens d'Orient. C'est quelque chose où on a l'impression que c'est le grand oubli des chrétiens d'Orient. Mais évidemment, ça les intéresse. Daesh, ça les intéresse. Après, ils ont des visions assez... ils connaissent pas bien. Ouais, ils connaissent pas bien. J'essaie de le faire, mais j'essaie de le faire subtilement. C'est-à-dire, je ne suis pas là en mission chez Laurent Ruquier pour défendre le Liban et le Proche-Orient et parler du Proche-Orient. Je n'ai pas du tout, je pense que je n'ai absolument pas intérêt à jouer la carte communautaire. Parce que je ne joue pas. Je dis je suis française, mais quand je peux, par des petites réflexions, j'ai dit je suis copte la dernière fois, j'ai dit j'ai choisi un dessin de Mazen Kelbej en disant c'est un des dessinateurs les plus célèbres du Liban. Voilà, dès que je peux donner ma différence, je la donne. Et pourquoi ce silence, Léa, lorsque vous avez dit je suis copte? Mais je crois que les gens l'ont mal compris. Honnêtement, je crois que les gens l'ont mal compris. C'est pas pour défendre Ruquier. Et à la limite, c'est pas Ruquier le problème. Le problème, c'est qu'il y avait la garde des Sceaux française. C'était son silence à elle qui était plus problématique. Tout le monde a dit oui, Laurent Ruquier. Laurent Ruquier, il est assis là. Il y a un public, il y a des applaudissements. Parfois, il n'entend pas. Je suis désolée de le dire aussi bêtement. Il n'entend pas. Et tu veux que je te dise la vérité? Il s'en fout. Non, mais, disons les choses. Il est socialiste acharné. Oui, il est socialiste. Alors lui, Laurent Ruquier, si tu veux, c'est vraiment le produit. C'est un petit gars du Havre qui vient d'une famille ultra pauvre française, qui n'est pas très intéressé par l'actualité internationale. Il faut dire les choses. Émeric Caron est plus intéressé par l'actualité internationale. Samedi, on avait Louis Plenel qui adore l'actualité internationale. Après, voilà, tu peux pas tout lui demander. C'est un animateur français qui peut-être que si tu veux le mot copte, s'il l'a entendu, il n'a pas. It didn't ring a bell. Moi, j'estime qu'il ne l'a pas entendu. En revanche, qu'il a entendu, c'est la Christiane Taubira et elle n'a pas réagi. Il n'y a eu aucune réaction, en tout cas. C'était ça la grande question sur les réseaux sociaux. Léa Salamé, donc, on a parlé un peu de Beyrouth. Beyrouth, vous vous souvenez de quelque chose quand vous étiez... C'est Hamra surtout qui vous a marqué. Ouais. Et quand vous Parce que je suis née à... Mon père habitait à Hamra, était fier d'habiter à Hamra. C'était politiquement important pour lui. Mais vous êtes originaire de Kfar-Lebienne. Ah oui, de Kfar-Lebienne à l'origine, bien sûr. Mais sauf qu'elle me demande... Ça, c'est le côté qui se voit. Alors, reprenons les début. Je suis très fière de mon appartenance. Et à Maza Kfar-Lebienne, qui est un des plus beaux villages du Liban. Non, mais c'est vrai en plus. Pas maronite, heureusement. Non, parmi les rares catholiques, c'est moi. Voilà. Donc ça, c'est le Liban, hein. C'est le Liban. Non, je suis... voilà, j'ai des souvenirs d'enfance, c'est à Hamra, notre petit appartement à Hamra avec la guerre. Voilà, c'est ça mes souvenirs véritablement. Bon, donc on va passer rapidement. Beyrouth, vous avez fait Paris, puis après vous avez été à New York. Vous étiez là-bas un certain 11 septembre 2001, au moment des fameux attentats. Et vous avez vécu ça dans votre chair, vous avez été blessé? Ouais. Je suis envoyée, j'étais à Sciences Po, et à Sciences Po on avait le choix soit de faire un stage pendant 6 mois, soit de faire un échange avec une université américaine. Et moi je décide d'aller à New York, je fais l'application, je pars à NYU, et j'arrive à NYU pour la première fois à New York. Non, j'étais allée enfant mais je m'en souvenais pas, mais disons c'est la première fois d'adulte. J'arrive à New York le 25 août 2001. Et on nous met dans un dortoir qui est vraiment au sud de Manhattan, qui est à 3 ou 4 blocs du World Trade Center. Et moi, je partageais ma chambre avec une Française aussi qui venait de Sciences Po, Clémence, qui avait cours ce matin-là, qui était montée à Washington Square, dans les buildings d'NYU. Et moi, j'étais seule dans ma chambre. Et voilà. Et à 9h, vers 8h30, j'entends un énorme bruit. Moi, je pense que c'est un accident de camion en bas de la maison. Donc, je suis très relax. Je suis en train de me réveiller, tout va bien. Il faisait beau. On avait fait la fête la veille. Tout était très, très bien. Et là, il y a quelques minutes plus tard, il y a une mama black qui tambourine à ma porte. You go down now! Je dis ok, donc je m'habille, je mets une petite jupe, des tongs, un t-shirt, je prends $1 pour m'acheter un pain au chocolat ou un pain au raisin et je descends. Et là, on voit les gens qui commencent à descendre des buildings et
Et on dit, il y a une bombe... non, d'abord il y a un incendie dans le World Trade Center. Ensuite, quelques minutes plus tard, non, il y a une bombe dans le World Trade Center. Et je suis là, j'achète mon pain en raisin, et je suis devant, et je vois la fumée qui monte des immeubles. Et je bouffe mon truc très tranquillement, en disant, bon, bah, on attend que les pompiers fassent leur travail, moi j'aimerais bien réintégrer. Vous avez été blessé? Ah non, pas du tout. Là, je suis très relax, en train de bouffer mon truc, et je regarde, tout va bien. Et puis, les minutes passent et on voit de plus en plus de monde qui descendent. Tu sais, ils ont évacué tous les buildings, et qui descendent. Les Américains, à l'époque, avaient des petites radios, des petits transistors. Et j'entends dans la rue des gens, parce qu'on commençait à être serrés sur les trottoirs, There's a plane on the Pentagon. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Enfin, tu vois, mais on comprend pas. Et puis je finis par me dire, bon, il se passe un truc, je vais appeler mon cousin qui habite à la 81e pour lui dire que tout va bien, qu'il y a un incendie, qu'ils sont en train de gérer et tout va bien. Et je commence à faire la queue devant les cabines téléphoniques à l'époque, pas de portable. Et à ce moment-là, moi je crois qu'il y a, on nous tire dessus et qu'il y a un tsunami qui nous fonce dessus. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Je pense qu'on nous tire dessus et qu'il y a des bombes et qu'on nous envoie des... Et on est projeté par terre, par cette immense fumée blanche qui débarque comme un... Et là, on est projeté par terre. Donc moi, je m'érafle tout le bras et tout le genou droit. Et on commence à courir. Donc je perds mes tongs. Donc je cours pieds nus. Et les souvenirs sont un peu stupides. Enfin, j'imagine que vous avez les mêmes souvenirs de guerre ici. C'est-à-dire que j'ai le souvenir de ne pas avoir de soutien-gorge. Donc quand vous courez sans soutien-gorge, c'est mon souvenir de Beyrouth, c'est mon souvenir de New York. Et donc je cours comme ça. Il y a des gens qui couraient vers le Brooklyn Bridge, il y a des gens qui couraient tout droit vers le nord de Manhattan, il y a des gens qui couraient vers le truc. Bon, moi je cours vers le nord. À un moment, il y a une étudiante japonaise qui est dans mon building qui ne veut plus courir, donc je la tire, je lui dis run now. J'ai des souvenirs, on est projeté plusieurs fois par terre, on tombe, on court. Il y a des moments où je tourne la tête et je vois des avions, je vois des oiseaux. En fait, c'était les gens, mais pour moi, c'est des oiseaux. Et là, je sais que je vais mourir parce qu'on me tire dessus. Et je cours, ça dure 1 heure. Je monte au 6e étage du building de journalisme de NYU. Et là, je vois Clémence qui s'effondre en larmes et qui me dit tu n'es pas morte, les Twin Towers sont tombés. Je lui dis mais quels Twins Et elle me dit mais l'avion est rentré, mais quel avion? Et en fait je n'avais absolument pas compris. Donc être là-bas à ce moment précis, ça a fait un déclic? Oui, ça a fait un déclic. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment voulu être journaliste, même si j'en avais envie depuis que j'avais 12 ans, mais je crois que à ce moment-là, je pense que c'était l'intensité de vivre le moment, ce que vous avez vécu aussi, ce que vous savez, ce que c'est l'adrénaline d'être au moment où ça se passe, d'être à côté de l'événement et de le raconter. Alors, à l'époque, j'étais étudiante, donc on racontait dans des trucs, dans des faux JT, etc. À ce moment-là, j'ai su que c'était vraiment ça, et j'en ai plus varié. Peut-être qu'on a su ça avant vous, parce qu'on était en train de suivre en direct à la télévision, c'est-à-dire on copiait sur CNN, et puis on a vu les buildings descendre comme de la poussière, et les avions rentraient dessus. Alors c'était vraiment quelque chose. Mais tout le monde se souvient où il était le 11 septembre, tout le monde se rappelle de ça. Mais moi, vous avez l'image de la télé. Et alors, ce qui est très drôle, je vais vous raconter juste une chose. Donc, je finis par joindre mon père, qui à ce moment-là est ministre au Liban. Il était à Abu Dhabi, où il était dans le Golfe. Et lui, il m'avait poussé à aller aux États-Unis. Et c'est la seule fois où j'ai entendu mon père pleurer au téléphone. Et il était en larmes, tu n'es pas morte, etc. évidemment. Il lui avait vu l'histoire, et puis ensuite les lignes se sont coupées. Mais je sais qu'on m'a raconté que mon père ou ma soeur a joint ma mère, qui était au téléphone, et ma mère dit, et on dit à ma mère, elle est rescapée, etc. Ma mère dit, oh ça va, nous on a vécu la guerre du Liban, elle pas s'emmerder. Elle a rapproché, elle n'était pas très intéressée par Mais ça va, ce qui nous intéresse, donc. Non, je suis très fière de ma mère. Voilà. Ce qui nous intéresse aussi, c'est le déclic que ça a fait d'être là-bas. Vous vous êtes dit, donc je vais être plus proche de l'histoire, dans le journalisme, dans l'événement, dans les événements en tant que tel. Mais vous n'avez pas suivi le chemin de la presse écrite que vous conseillez votre père. Non. Pourquoi vous avez... J'ai souvent pas écouté mon père. Il ne faut pas trop écouter son père. Non, parce que, écoutez, ça s'est fait comme souvent, je vois des jeunes derrière moi, vous verrez que c'est
c'est la chance en fait, c'est comme ça, tu sors d'école, après New York, je suis rentrée à Paris, il y avait encore 6 mois pour être diplômée de Sciences Po. Tu sors, t'es diplômé, on sort tous un peu, on sait à peu près ce qu'on veut, mais on sait pas, et on commence les stages. Et moi j'ai commencé les stages à Public Sénat, à la télévision, et puis ça s'est enchaîné. J'ai fait 3 ans à la chaîne parlementaire Public Sénat, formée par El Kabbach. Je suis rentrée par piston parce que mon père connaissait El Kabbach. Je l'assume totalement et je le raconte parce que bon, voilà. Et puis c'est tout ce que mon père m'a aidé. Après ça c'était, je me suis fait toute seule. Mais c'est vrai qu'il a appelé El Kabbach en me disant tu veux pas prendre ma fille en stage. Et il m'a pris en stage et puis j'ai monté les échelons. Ensuite j'ai été à France 24, 4 ans. Ensuite iTélé qui est une chaîne d'information en France. Et puis depuis 6 mois Ruquier et France Inter. Ouais, et donc depuis quelques mois à peine, hein. Donc, depuis septembre. Oui, mais on a l'impression que c'est si long, hein. Ça a été intense. Pour vous, c'était le tournant dans votre carrière. Là, le poste que vous occupez actuellement, ou pas vraiment? Oui, je ne vais pas vous mentir, effectivement, en termes de notoriété, d'explosion, de pression, de visibilité, chaque mot est pesé, vous dites vous-même. Le lendemain, je suis hallucinée de voir à chaque diffusion de cette émission, tellement elle est regardée en France, tellement elle est regardée, c'est l'émission la plus regardée en France. Hein. Elle fait 25% de part de marché, c'est du jamais vu pour le grand journal sur Canal+, il fait 6% de part de marché. Ruquier, c'est 25% tous les samedis soirs. Donc c'est pour vous dire l'impact de cette émission. Et puis ensuite, tous les dimanches, tous les articles, les réactions sur Twitter, les machins. Mais j'essaye de moins regarder ces trucs-là parce que c'est... Parfois, ce que je veux dire, c'est que dans le... Mais ça, vous connaissez, les journalistes savent, c'est-à-dire que comme on est passé dans un truc d'internet où ça marche au clic, il y a des mots-clés, tu vois, Léa Salamé, Émeric Caron, Ruquier, ça fait du clic. Donc le lendemain, on regarde et on débriefe. Est-ce que le clash, la polémique, mais parfois c'est rien, c'est pas le clash. Tu vois, le truc sur Taubira, moi, j'ai toujours pas compris pourquoi c'est un échange tendu. Ben non, je trouve que c'était pas tendu, moi. Je trouve que voilà, on a fait notre job de journaliste. J'ai fait mon job de journaliste sur le journal parce que Émeric Caron était en pamoison devant Christiane Taubira. Bon, enfin, j'ai posé 3 questions. Oui, voilà. Et puis, ici, permettez-moi d'intervenir, c'est le fait peut-être que France 2 soit sur satellite, c'est-à-dire tout le monde peut voir, même si on n'est pas sur câble, si on n'est pas abonné. C'est pour ça la notoriété... Tu as raison, il y a ça, évidemment, il y a le satellite, et puis il y a TV5, et moi je reçois des messages de Montréal, de New York, de Moscou, où la force de frappe TV5 sur cette émission-là, elle est très regardée. Il y a vraiment des gens, il y a même des gens qui ne sont pas français, mais qui sont un peu francophones, et qui regardent cette émission-là uniquement à New York. On m'a dit, il y a deux femmes qui m'ont dit qu'elles regardaient des Américaines. Voilà. Léa, le fait d'être le réveil matin des Français à 7h50 sur France Inter à la radio, d'être les samedis soirs avant qu'ils dorment, ou bien alors qu'ils dorment comme ça devant eux. À 2h du matin, mais ils sont en plein. Ça dure 4 heures. C'est beaucoup de responsabilité. Vous sentez que c'est beaucoup de responsabilité? Oui, c'est beaucoup de responsabilité. Et c'est ça le plus dur cette année, c'est que chaque mot est pesé. Ça me demande un travail monstrueux. Voilà, je ne vais pas me plaindre, mais c'est vrai que c'est une année totalement monacale. Je fais que ça, je me lève à 5h du matin, je vais préparer mon interview le matin. Elle est très très importante, mon interview. Ma grande fierté, c'est France Inter, pour vous dire la vérité, parce que c'est une radio qui est extrêmement respectée en France, c'est le service public. La matinale, elle est extrêmement écoutée. Mon interview est plus écoutée que celle d'El Kabbach ou de Jean-Michel Apathy, qui sont des grandes stars. J'ai plus d'auditeurs que le matin, donc il faut faire vraiment très attention. Et puis j'ai des hommes politiques, et puis j'ai des chefs d'entreprise, donc voilà, donc je fais cette émission, je termine à 8h, on a un débrief jusqu'à 10h, 10h30, 10h30 je rentre chez moi, et là je mets un jogging, un t-shirt, et je bosse pendant 6-7 heures sur Ruquier, puis ensuite le soir je prépare mon interview du lendemain, donc vraiment j'ai un rythme qui est énorme, ouais. Et l'émission de Ruquier demande un travail monstrueux, on se rend pas compte. Il faut lire 2-3 livres par semaine, voir une pièce de théâtre, voir un film au cinéma. Et puis ce que je dis souvent, c'est que cette émission-là, c'est une arène. Il faut qu'il se passe quelque chose. On ne cherche pas les clashs, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que vous entendiez quelque chose de différent de ce qu'on entend de la soupe habituelle. Et pour ça, c'est-à-dire que je ne peux pas avoir un réalisateur ou un écrivain et lui demander sinon quelles sont vos influences. Bah oui. Tu vois, donc il faut essayer de trouver l'angle pour tout me demande des efforts. Et puis très sincèrement, la partie culturelle, moi je ne viens pas de ça. Moi je suis vraiment politique, je suis journaliste politique en France. Et donc ça me demande double de travail d'essayer de trouver des choses intelligentes à dire.
Oui, j'interviens un peu, mais vous ne lisez pas diagonalement, c'est-à-dire vous vous arrêtez sur un mot, un chiffre, et vous disputez, vous et votre collègue, sur le contenu d'un livre. Je me dis, mais quand est-ce qu'elle a eu le temps de lire les 3 bouquins en entier? Parce que je regarde chaque livre que vous avez en main, c'est catastrophique. Et je les lis en entier. Exactement. Je les lis en entier parce qu'on ne peut pas se permettre. Si je me fais ridiculiser parce que si je lui dis, oui, enfin, et la fin, quand vous dites ça, non, mais c'est pas écrit. Je ne peux pas, tu ne peux pas être dans cette émission-là. Il fut un temps où, quand j'étais à iTélé, je regardais le bouquin comme ça, quand je recevais l'invité, et je me démerdais que c'était une émission. Là, je ne peux pas me permettre de ne pas avoir lu. Donc parfois, là, tu vois, avec la matinale à Beyrouth, j'ai 3 livres à lire pour jeudi prochain. Le livre de Françoise Hardy, le livre de José Bové et le livre de Jean Telet, qu'on reçoit, que vous verrez samedi prochain. Et voilà, j'en ai lu qu'un seul pour l'instant. Il faut que je lise demain dans l'avion, Françoise Hardy dans l'avion, tout en préparant Frédéric Mitterrand que j'ai mercredi matin. Attendez, c'est pour ça que vous n'avez plus l'intention de vous marier. Parce que... Et puis plus personne ne veut de moi, parce qu'il peut se marier avec moi. Léa, on vous appelle le requin de l'info, la méchante du samedi soir. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai envie de vous tacler un peu. Oui, bah, allez-y, bien sûr, vous avez raison. Non, le requin, je sais pas. La méchante, je crois pas. Justement, les gens. Du samedi soir. Non, les gens me disent que par rapport. Non, je vous assure, les gens me disent par rapport à mes prédécesseurs que je suis beaucoup plus chaleureuse et beaucoup plus gentille. Il y a même des gens qui me font le reproche en me disant t'aimes tout. Donc je crois pas. Après je peux être dure dans mon questionnement, mais c'est le but. Je sais pas être méchante. Je suis infoutue d'être méchante. Et quand je dis une remarque méchante, remarquez qu'à tout de suite après je dis non mais quand même c'est bien. Et... ça c'est aussi du. J'assume pas du tout. C'est le racisme libanais, je pense. Oui, totalement. Et revendiqué. On est rond, on peut pas. Et cette frénésie de l'information, de suivre ce tourbillon où vous êtes plongé tout le temps, vous vous dites. Oui, c'est fatigant. Et puis c'est stressant, et puis voilà, c'est une pression monumentale. Je ne vais pas me plaindre, c'est une chance magnifique ce qui m'a été donné. Tu vois, ce jour-là du 1er juin où je reçois ce texto de Ruquier, et à partir de là, France Inter m'embauche, je ne vais pas me plaindre. Mais c'est vrai que je ne suis pas encore totalement à l'aise avec tout ça. Je ne suis pas à l'aise d'être en première ligne, je ne suis pas à l'aise de dire des banalités. Parfois j'aime les bananes et de retrouver le lendemain dans le journal Léa Salamé déclare aimer les bananes comme si j'avais dit un truc très essentiel alors que c'est une connerie. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Et bon, on parlait des dossiers internationaux, de la politique qui vous intéresse particulièrement, donc avoir la chance d'avoir une référence comme votre père, Hassan Salamé, qui était ancien ministre de la Culture, bon, ça vous apporte quelque chose? Vous le consultez, il vous conseille pour des dossiers précis, il faut comprendre des réalités politiques? Pas tout le temps, parce qu'il a autre chose à faire aussi, c'est de sa fille. Mais il m'est arrivé sur des moments importants, par exemple la deuxième émission de Ruquier, c'était Bernard-Henri Lévy. Là, pour le coup, il ne fallait pas que je me plante. Et je ne me suis pas plantée sur celle-là. C'est-à-dire qu'il y en a 2 dont je suis fière, c'est Zemmour et BHL. Il y en a une que j'ai plantée, c'est Mélenchon. Et donc pour BHL, c'est vrai que sur la Libye, j'ai appelé mon père. Je lui ai dit, bon, qu'est-ce qu'on peut lui dire, qu'est-ce qu'on peut pas lui dire, etc. Et il m'a fait un petit topo sur la Libye où je n'étais pas encore tout à fait au point. Oui, ça j'ai sollicité. Et justement, puisqu'on parle de votre père, moi j'ai eu le plaisir de le connaître lors des 2 années de la francophonie, celle de 2001, puis il y a eu des attentats, le sommet a été reporté à 2002. Et avant, pendant et après le sommet, j'ai longtemps couvert pour Future Télévision, donc toutes les activités de la francophonie, notamment le sommet. Il m'a dit une phrase, je me souviens jusqu'à maintenant, ça fait drôle de la partager avec vous. Il m'avait dit à un moment donné, avec beaucoup de culture, beaucoup de rêves, mais aussi beaucoup de modestie, on arrive à atteindre ses objectifs. La culture, vous l'avez, les rêves, je suis sûre que vous en avez à revendre. Vous êtes modeste avec toute la célébrité que vous avez maintenant. Et donc, vous avez toujours la tête sur les épaules. Vous dites, je dois continuer à bosser pour arriver là où je suis. Si je fais une petite gaffe, ça va être difficile. J'ai encore très peur avant chaque émission, j'ai encore le bip qui se tend. Alors les gens me disent on dirait pas, mais c'est pas vrai, ça reste beaucoup de responsabilités. Il ne l'a jamais dit cette phrase, mon frère. Mais non, il ne l'a jamais dit. En général, sa grande phrase, c'est 90% de travail, 5% de chance, 5% de talent. C'était autre chose. Mais vous savez que j'étais au sommet de la francophonie, j'étais venue faire un stage pour faire... on avait, avec une amie française, on avait créé le petit journal de la francophonie. Et c'était Samir Assiel qui s'était occupé de nous. Et je dois vous dire que Samir Assiel est la deuxième, après New York, la deuxième raison pour laquelle je choisis le journalisme, parce que je devais avoir 20 ans.
Je le trouvais tellement beau, tellement charismatique à l'époque. C'est Gisèle qui l'a piqué. C'est Gisèle qui l'a piqué. Elle a de la chance. Et c'est vrai que sa manière d'être, cette forme de liberté, ce dandisme qu'il avait, je me disais, tiens, j'ai envie d'être ça. Bon, donc nous allons passer à l'autre petit dossier, si vous voulez, avant de laisser la parole au public. Vos tacles, Léa Salamé, on les attend chaque samedi soir. C'est le rendez-vous incontournable dont on n'est pas couché. En septembre 2014, vous avez remplacé Natacha Polony aux côtés de Laurent Ruquier et d'Amérique Caron. Un poste qui est, comme vous l'avez dit, un tournant dans votre carrière. Ces tacles-là, le fait de devoir trouver, de devoir jouer à l'avocat du diable, ça vous fait quoi? Vous sentez que c'est difficile? Parfois vous vous dites, bon, j'ai loupé, j'ai pas fait le maximum. Vous avez des regrets, parfois après certaines entrevues, même si... Mélenchon, je l'ai raté. Je trouve que je l'ai raté, j'en ai pas dormi 3 jours. J'ai loupé. Je sais pas pourquoi, j'ai pas obtenu quelque chose, je me suis énervée, il faut jamais s'énerver. Voilà. Non, sinon, non, il n'y a pas de... Quelle était la question? Est-ce que je... De regret? Non, j'ai pas de regret. Non, Ah non, par contre, j'ai une fierté, c'est que je vous ai dit, j'ai peur et tout ça, mais moi, ma plus grande peur avant de commencer Ruquier, c'était de me transformer en quelqu'un dans un personnage, parce que chacun, avant moi, a été un personnage, Zemmour, Nolo, Polony, etc. Et je crois que j'arrive à échapper au personnage. Je suis pas sûre d'être... et notamment droite-gauche en France, je voulais surtout pas être calibrée, alors là... Mais vous représentez la droite. Non. Vous êtes là. Le mec sur cette chaise, Emre Caron est à gauche et à chaque fois il dit je suis à gauche. Mais moi je ne dis jamais je suis à droite. Mais vous êtes là pour je suis à droite de Caron. Je suis à droite, mais c'est pas difficile parce qu'il est très à gauche. Et Ruquier de même. Et Ruquier de même. Donc je suis obligée de me transporter vers une droite qui est peut-être pas, peut-être c'est un peu trop appuyé parfois et c'est pas exactement ce que je pense. Mais jusqu'à maintenant, à chaque émission, quand on a un invité UMP, on me traite de socialiste, sale gaucho. Et quand on a un invité de gauche, c'est la droite.